I have some questions. Well, to on the one hand, Christian and Melanie, and on the other hand, Marie-Pierre, we've got two very different models of how to deal with women's issues in a union, or with issues of the composition of the membership versus the composition of the leadership. And I was wondering if you'd both, or the three of you, would be able to reflect on the alternative approaches, like the Women's Committee approach and the more radical approach of basically chuck out all the oldies, all the over 55s, and move on to a new model. And Lorenzo, it's slightly different, but I was wondering, like in terms of a lot of what you're talking about there has been about identity. But what strikes me about the two constituent unions that made up that made up Unifor was that they were both themselves products of mergers. There have been lots of mergers that led to the creation of the Canadian Auto Workers, and there weren't all that, well, there are a few auto workers in there still, but there are a lot of people who weren't auto workers who were in the Auto Workers Union, likewise with the other. So I was wondering, to what extent is the outcomes that you've seen a result of the fact that you really got two merged unions merging again to create a big union? And how would it be different if one of the starting points is more of an occupational-based union where the concept of occupational identity or professional identity would be stronger within the union than was in, I would think, would be within either of those constituent unions. I don't know. But anyway, I'll start the melody and work my way across, because so far the people in the audience have been too reticent to come up. Nous, on va laisser la parole à Adélaïde ou Blandine sur le sujet. Vous êtes certaine? Je vais dire un petit mot. Sans vouloir faire des... Merci pour la question. Sans vouloir faire des parallèles trop abrupts entre ce que j'ai fait avec ma collègue Mélanie Laroche sur les jeunes et les femmes, c'est sûr que la solution depuis les années 70, on écrit sur les comités femmes, les comités jeunes depuis des années. Puis sans trop faire de résumé, je vous dirais, sans trop emprunter des résumés analytiques, ce qui est écrit au cours de ces années reste sensiblement la même chose, à savoir comment fait-il que il y a toujours eu des femmes, des jeunes, des gens moins âgés à l'intérieur des structures syndicales. Comment se fait-il qu'on ait besoin désormais de les intégrer dans une structure qui se veut potentiellement parallèle? Puis ce qu'on a dit aussi, je pense qui était un peu provocateur à l'époque avec ma collègue, c'est elles en arrivent pratiquement souvent, malheureusement, ces structures à être des voies de contournement institutionnel. Donc, on cantonne, en tout cas dans le cas des jeunes, ce qu'on a pu observer, c'est qu'on a créé des structures parallèles. On donne voix aux chapitres sur un plan identitaire, on reconnaît leurs particularités sur un plan identitaire. On souhaite justement instituer un message ou un repère identitaire qui se veut sur la base de l'âge. Pour ce qui est des jeunes, la plupart des organisations syndicales, c'est en bas de 35 ans. Donc, d'une part, ils accumulent une certaine somme de connaissances puis de savoir-faire sur un plan syndical et des formations leur sont spécifiquement destinées. Une fois qu'ils atteignent l'âge fatidique, entre guillemets, de 35 ans, ils n'ont plus le droit de siéger à l'intérieur de ces structures et plusieurs d'entre eux ne sont pas par la suite récupérés dans les canaux décisionnels ou dans les structures qui auraient plus d'incidence au sein de l'organisation syndicale. Donc, premier écueil. Deuxième écueil, c'est comment se fait-il que les organisations syndicales éprouvent un besoin justement de segmenter leur membership sur la base d'une caractéristique sociodémographique, au lieu de favoriser l'incorporation, l'insertion de ces mêmes membres sous d'autres prémices. Donc, c'est ce qui est interpellant, d'autant plus chez Ella, c'est-à-dire on n'a pas jugé bon de créer ce genre de voie de contournement institutionnel, parce que je pense que dans plusieurs cas de figure, malheureusement, je souhaiterais
vous dire autre chose, mais on a sondé à peu près 500 jeunes au cours de les 6-7 dernières années. On a fait beaucoup d'entretiens. C'est une manière pour moi de piloter le risque sur un plan identitaire. On leur donne une visibilité, on leur donne une tribune, mais ont-ils véritablement voix au chapitre sur un plan décisionnel? Et souvent, la réponse a été, dans nombreux cas de figure, on les forme, on les met dans ces comités, on souhaite, évidemment, il y a une volonté, on ne peut pas les condamner, ces organisations syndicales non plus, de chercher à créer une relève. Mais par la suite, ce qu'on a beaucoup attendu, c'est qu'il ne faut pas trop déranger, il faut rester dans le moule. On nous forme pour mieux nous mouler à l'intérieur de la structure et à l'intérieur du modus operandi qui est déjà présent. Donc, est-ce qu'on prend vraiment tous les risques politiquement que cela encourt que de créer un comité pour véritablement, par la suite, leur permettre d'intégrer et de modifier les pratiques existantes, les valeurs, le discours, etc. Et c'est ce qui est interpellant pour moi dans le cadre d'ELA, c'est qu'on semble être face à une organisation syndicale qui souhaite courir le risque politiquement d'ouvrir les vannes. Donc maintenant, oui, c'est abrupt, je vous le concède, 55 ans. Moi, ça voudrait dire qu'il faudrait que je me dépêche d'être une dirigeante chez eux pour pouvoir exercer les changements que je voudrais exercer au sein d'une organisation syndicale, le cas échéant. Mais il reste que, pour moi, il y a un risque très fort de créer ces comités et de ne pas leur donner suffisamment de poids sur un plan politique stratégique à l'interne. Et donc, c'est le plaisir ou je vous dirais, la grande plus-value ou l'attrait d'étudier une organisation syndicale qui n'emprunte pas cette voie-là, qui semble être la voie privilégiée jusqu'à présent. Écoutez, il y a plein de travaux qui ont été créés sur les immigrants aussi dans les organisations syndicales. On crée des comités. Pourquoi est-ce qu'on segmente le membership? Là aussi, c'est un choix identitaire qui est pas sans comporter des risques. On n'est pas face à un agent de représentation collective, je m'arrête là-dessus, qui est censé dégager une certaine, comme je vous disais, synthèse identitaire, faire en sorte que le rapport de force soit basé sur une cohésion collective. On vient segmenter, on vient privilégier certaines distinctions, puis on essaie par la suite de rendre le discours à peu près cohérent pour tout le monde. Donc, je ne sais pas, moi, en tant que chercheur, je trouve ça très interpellant que de persister dans cette voie-là. Il reste à voir ce que l'expérimentation nous dira par la suite. Je ne sais pas si Christian, je ne veux pas monopoliser aussi le temps de parole. Il y a Marie-Pierre aussi, je ne veux pas prendre tout le temps. Donc, je vais être très brève, mais au niveau... en fait, quand on a fait nos entretiens, on posait la question, en fait, pour savoir pourquoi elles s'impliquaient, en fait, au niveau du comité et au niveau, les femmes, au niveau des réseaux. Et c'était très ambivalent parce qu'il y avait certaines femmes qui s'identifiaient davantage comme syndicalistes avant d'être féministes. Et on a retrouvé aussi la même chose, donc certaines femmes qui s'identifient comme féministes avant d'être syndicalistes. Donc, en ce sens que les comités femmes sont des voies, je pense, plus faciles d'intégration des femmes. Donc, c'est plus facile de rester entre nous, de discuter, de faire des activités, de se former, de parler de nos intérêts ensemble. Donc, une voie plus facile pour celles qui s'intéressent à la vie syndicale, au poste de pouvoir, mais qui préfèrent rentrer un peu par la bande pour, être certaines qu'elles vont avoir toutes les compétences lorsqu'elles arriveront vraiment dans les lieux de pouvoir. Donc, ils sont importants. Le comité et le réseau sont importants, en fait, parce que c'est sûr qu'il y a plusieurs qui sont rentrés par là et que c'est mentionné que si ça n'existait pas, en fait, il y aurait beaucoup moins de femmes sur les exécutifs. Mais c'est ça, comme Mélanie l'a mentionné, c'est une voie de contournement institutionnel et c'est important c'est ça, ils n'ont pas nécessairement de pouvoir, donc c'est important de réfléchir. Donc, comment est-ce qu'on pourrait davantage intégrer les femmes, plus non dans une structure qui est parallèle, mais davantage au niveau de l'organisation elle-même. Je
Je veux juste, avant d'oublier, rajouter un petit élément, si vous me permettez, c'est qu'on présume, je pense, de la part des directions syndicales, que le genre ou l'âge va être la variable qui va interpeller davantage ce groupe-là, comme si le groupe était un groupe homogène et monolithique. Ce qu'on a regardé, on a pu observer, nous, par exemple, chez les jeunes, c'est que c'était la précarité. C'était ça la variable qui les interpellait davantage. Donc, est-ce que c'est déjà un faux pas sur un plan stratégique que de présumer de la part des organisations syndicales et des directions, de dire on va créer des comités sur cette base-là? Pourquoi ne pas aller sonder directement les membres et dire c'est quoi qui vous interpelle? Et ça implique, bon, c'est de la démocratie de proximité, c'est de la socialisation de proximité. Donc, c'est là où il y a un modus operandi, je pense, si on va dans une réflexion encore plus profonde. On est dans une logique encore descendante de présomption que c'est sur cette base-là que nos membres voudraient être représentés ou voudraient qu'une structure parallèle soit créée pour justement faire en sorte que l'offre syndicale soit davantage représentative de leurs besoins, de leurs valeurs, de leurs intérêts. Et je n'en suis pas certaine. Après tous les travaux qu'on a menés, j'en suis vraiment pas certaine. Thanks for the question about identity, occupation, and how would have been different if the occupation were different, etc., etc. This gives me the opportunity to speak about, if we look, the Canadian automobile workers had a stronger union identities in terms of political stance and militantism, so there were, and in a specific sector. Whereas the CEP, they've been in three main different sectors, energy, communication, and paperwork, so that it's pretty already widespread. So on the one side, we had this CAW with a big effort to work on their identity throughout time, to remain and reinforce their identity as the most militant union. Clearly in this situation where we had on the one side, a very strong union identity, the CAW, on the other side, a smaller and less strong union identity of the CP because it was already fragmented by sector. But then many other issues about what kind of ideological stance the new union has to stay, has to choose, what kind of institutional perspective the new union has to really take towards the society. That, I mean, all of these was the big identity work that we saw in the graph I projected for Unifor, really the challenge. Now they are covering almost 1,000 collective agreements all around Canada in very different and even disparate sectors. So that is the first challenge of creating a new identity. And the second challenge is to create a new identity in terms of the ideological stance, but as well as in the terms, are we a union for the members, or are we a union for the workers? And this is the main challenge. If we saw in the second step at the national level, we saw how Unifor, once they built and they work a lot the new identity, they try to go toward the society, not just toward the members. And this is the challenge also at the local level, how they can fit in this identity. And we can see clearly the effort of the national level of Unifor to try to really kind of lock in the communication of the local level. So that idea of identity of the workers as a whole rather than members, that's like an inherent tension, I would have thought, between the national union body and each of the locals. It's a lot harder to persuade the locals to think about the workers as a whole than it is at the national level. So does that change much at all with amalgamation, do you think? What we can see on this is that the change is that the local level, after the merger, they are retweeting especially political positioning of national level. There are mostly political statements toward worker rights. So in terms of communication, toward Twitter is open to all, is not everyone can see. We can see that even at the local level, there is this tendency to go, the new union is a union that will defend the workers. And generally, depending on,
I mean, Unifor are the most advanced in Canada for having strategies to reach out for society, to reach out for supporters and create a constituency beyond the membership. Christian? Oui, sur la question de l'identité, le cas de Ella est une espèce de casse-tête absolument invraisemblable, parce que ça marche et on ne comprend pas pourquoi. Alors, il faut imaginer cette confédération-là, donc sur une population d'à peu près 2 millions de personnes, est une confédération qui se revendique indépendantiste par rapport à l'État central espagnol auquel la région autonome est rattachée. Donc c'est déjà une raison de conflit lourd, d'identité, mais aussi de conflit. Ils parlent une langue que personne ne parle et personne ne comprend. Ils parlent basque et on ne sait pas d'où vient cette langue. Hein. C'est une espèce de mystère en soi. Et ils sont militants de cette langue qui est en train de disparaître, que la plupart de leurs membres ne parlent pas. Ce qui fait que quand vous êtes à un congrès de Ella, il y a une traduction simultanée pour les membres, parce que la plupart des membres parlent espagnol, mais pas basque. Mais la ligne identitaire de la Confédération, c'est qu'on est bascophone. Et ça marche. C'est une organisation qui est une organisation de tradition catholique, qui se revendique aujourd'hui de la lutte des classes. C'est une organisation qui a une tradition masculine extrêmement forte et qui mène des luttes chez les femmes, avec les femmes précaires, qui permettent à l'organisation de se transformer. Et quand on regarde du coup la situation, on se dit mais comment est-ce que cette organisation est capable de gérer autant de conflits identitaires pour finalement assumer une identité commune qui marche et qui décrivent d'ailleurs assez bien comme effectivement étant une identité indépendantiste, basque, sur une base de classe internationaliste. Et nous, ce qui nous intéresse dans cette situation-là, c'est justement de voir que c'est bien l'action du syndicat lui-même qui est le lieu concret où l'identité se fait. L'identité, elle n'est pas prise à l'extérieur, ou les identités ne sont pas prises à l'extérieur du syndicat. Le syndicat, il réussit quand il est le ferment identitaire. Alors, le groupe leader fait des propositions identitaires, il les soumet à sa base et au-delà de la base, et puis après c'est à lui de vérifier si ces propositions marchent et s'il a les moyens de faire que ces propositions-là marchent. Et ce qu'on constate nous, c'est que, et c'est ce qu'on veut aller investiguer, c'est comment est-ce que cette situation impossible fonctionne et fonctionne positivement depuis 20 ans. Yes, from the floor. Is it working? Yeah. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que dit Christian. On le voit souvent dans les entreprises, dans les usines, une volonté de créer de nouveaux réflexes. Et il y a une ouverture pour cette création de nouveaux réflexes, de nouveaux mécanismes de remise en question, de réflexivité. Et on n'a pas encore la réponse, mais je pense que c'est aussi ce qu'on veut aller chercher chez Ella. C'est dans leur capacité expérimentale à vouloir créer cet espace de nouveaux réflexes en rajoutant justement des personnes avec des différents profils de compétences. On parlait Mélanie disait que souvent le problème c'est qu'on segmente notre population syndicale ou nos militants. Et alors que quand on regarde dans les entreprises, justement, l'idée, il n'y a pas d'aspect temporel. On veut tous les profils en même temps. On gère tous les profils de compétences en même temps. Et par profil de compétences, on parle des connaissances, des habiletés pratiques ou techniques, mais aussi de l'attitude et de l'idéologie. Et c'est un peu ça qu'on veut aller chercher. On veut voir comment ils font justement pour gérer tous ces profils qu'ils ont dans des certaines tranches d'âge pour créer de nouveaux réflexes d'auto-évaluation, de remise en question et dans la durée aussi. Si je peux me permettre de rajouter, c'est pour ça que j'ai insisté dans ma présentation tout à l'heure, le fait de tenter et de le traduire, ce souhait-là, comme tu le mentionnais, d'aller dans une volonté qui va au-delà des statuts d'emploi, etc., mais ça, à mon avis, ça se matérialise aussi dans leur volonté de désegmenter l'organisation même au sein
par la voie des fédérations, c'est-à-dire on veut organiser sur une base plutôt interprofessionnelle. Donc, sur un plan identitaire, sur un plan paradigmatique, c'est au-delà d'une transformation structurelle au sein de l'organisation. C'est très lourd de portée en termes de message, en termes d'inclusivité qu'on veut projeter au sein de la structure, dans tous les paliers de la structure, au sein de la base militante. On est tous ensemble. Et politiquement, effectivement, il y a un message qui est à contre-courant sur la scène politique, la scène régionale, et comment se structure ce nouveau message-là. Et pour nous, c'est un laboratoire à documenter, hein, parce qu'il y aura des zones de résistance, évidemment. Il y aura des zones où ça va coincer un peu, sans doute. Mais sur un plan recherche, c'est fascinant en tant que chercheur en relations de travail, parce moi, j'ai beaucoup bossé sur l'industrie minière. Le mineur en lui-même a une identité très forte. Et cette identité très forte-là, dans plusieurs cas de figure, a prévenu les organisations du secteur de se coaliser avec d'autres types d'organisations de la société civile pour exercer un nouveau rapport de force par la voie des coalitions. Là, on est face à une organisation qui, au sein de sa structure, veut décloisonner. Il va être intéressant aussi de voir quel type d'alliance à l'externe elle va développer pour justement renforcer son rapport de force sur la scène politique. Donc, c'est à multiples niveaux, multifronts, multifacettes que cette expérimentation qu'on va aller vérifier. So, yes. J'étais imposé par la question. Vous m'excuserez, je n'ai pas de doctorat ni rien, mais ça m'interpelle particulièrement, là, Mélanie, là, quand tu dis, dans ta présentation, tu disais qu'il allait potentiellement avoir des études comparatives à faire avec le Québec, justement, avec le cas de Ella. Puis on parle beaucoup d'identité pour dire au niveau politique, mais nous, au Québec, nos organisations syndicales ne se positionnent pas vraiment. Puis j'ai comme l'impression, en vous entendant, que l'identité comme au niveau basque, puis l'indépendance, tout ça, c'est ça qui rallie vraiment les gens, peu importe leur profession, tout ça. Comment, nous, on pourrait faire des comparaisons ou transposer ça au Québec quand on sait qu'au niveau politique, les organisations syndicales sont un peu plus... disons que c'est pas dans leur culture de trop s'avancer là-dedans. Juste un petit ajout à ça, que j'ai demandé à Christian. Christian a mentionné que dans l'expérience basque, il y a au même moment les deux opposés, l'identité indépendantiste, donc nationaliste, donc nous on est différents des autres, et l'identité internationaliste, qui dit nous on est la même chose que les autres, donc il faut s'allier avec tout le monde. Comment c'est possible de tenir ensemble les deux? Comment c'est possible que ça ne va pas déchirer la membership? Mais ça ne déchire pas le membership parce que la pratique syndicale de ELA est une pratique efficace. Alors, du coup, comme la pratique est une pratique efficace, le membership, il constate l'efficacité pour lui, sur le terrain, et s'il y a un certain nombre de questions qui pourraient être posées, elles n'apparaissent pas, parce que finalement la question de l'indépendantisme est une question secondaire pour le membership par rapport à la question de savoir est-ce que le syndicat est capable de faire que mon salaire soit correct, que j'ai des horaires corrects et que ma précarité soit limitée. Et ça, il faut en tenir compte. Je veux dire, l'efficacité du travail syndical permet aux groupes dirigeants d'affirmer des identités qui ne sont pas nécessairement partagées par la base, mais la base suit. Alors, après, la question de l'indépendance est une question qui est liée à une demande de démocratie. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que les Basques, certains Basques, quand on regarde les sondages, c'est grosso modo 30%, hein, pas plus. ELA, aujourd'hui, obtient dans les élections syndicales, obtient plus de 40% des voix. Hein, et 30% des gens au Pays Basque disent qu'ils sont pour l'indépendance. Quand ELA demande l'indépendance du Pays Basque, c'est pour des raisons de démocratie, c'est-à-dire pour dire, nous, on considère qu'on est un peuple, une nation, plus qu'un peuple, on est une nation, et cette nation veut exister et veut avoir une démocratie qui soit une démocratie nationale. C'est-à-dire que l'État espagnol est pour les indépendantistes basques un État qui n'est pas un État légitime et démocratique pour eux.
Du coup, il n'y a pas de contradiction entre ça et puis l'idée de dire mais il faut un internationalisme syndical. Au contraire, il faut un internationalisme syndical parce que c'est aussi un moyen de conquérir de la démocratie pour la classe ouvrière. Donc la contradiction, elle n'existe que dans la mesure où on dit l'indépendantisme n'est pas légitime. Mais si vous dites l'indépendantisme est légitime, il n'y a plus de contradiction. Par rapport à la question d'Audrey, oui, c'est vrai que le syndicalisme en Amérique du Nord s'est développé sur une base plus apolitique, certainement qu'en Europe, même en Amérique latine, qui tire ses velléités, sa politisation en héritage à ce qui se fait en Europe, mais il reste qu'une des fonctions fondamentales d'une organisation syndicale, c'est de se positionner sur la scène sociétale, la scène sociale. Il y a des organisations syndicales, pour ne pas les nommer, qui ont été fortement présentes à plusieurs moments de leur existence. Moi, j'étudie personnellement aussi la question des coalitions. La coalition, pour moi, les coalitions, comme tu sais, on en a déjà discuté à l'époque, sont une façon de réinvestir, à mon sens, un de leurs champs d'intervention premiers. Est-ce que c'est une façon moins frontale que de réaffirmer sa volonté de justement réinvestir la scène de la revendication politique, peut-être? Mais je ne suis pas certaine qu'on puisse affirmer avec autant de dureté que les organisations syndicales québécoises sont complètement apolitiques et souhaitent le demeurer. Je pense que c'est un des écueils auxquels elles font face. Et dans les travaux que j'ai réalisés à plusieurs niveaux dans différents projets de recherche, il était intéressant de constater la volonté, soit par la voie des entrevues individuelles ou des groupes de discussion, justement, les membres dénoncer le fait que les organisations syndicales n'étaient plus les porte-étendards d'une classe ouvrière, d'un mouvement ouvrier. Et là, je pense, nos organisations syndicales, puis je me permets de le dire, font fausse route, c'est de penser que, en tout cas, ou de ne pas récupérer la rhétorique de lutte de classe. Il y en a une lutte de classe. Elle est différente. Elle se manifeste de façon différente. Je vais me faire taxer de la rougissime de mon département. Mais bon, je l'assume pleinement. J'enseigne syndicalisme à tous les niveaux, bac, maîtrise, doctorat. Puis, écoutez, ça se manifeste, mais d'une autre manière. Donc, maintenant, est-ce que c'est un choix, au même titre que l'internationalisme, c'est un choix que l'organisation, dans le cas d'ELA, a assumé. Maintenant, il faudra voir nos organisations syndicales, jusque dans quelle mesure et jusqu'à quand vont-elles attendre pour se repolitiser. Je pense qu'il y a urgence de le faire, surtout avec le nouveau gouvernement qu'on vient d'élire de façon majoritaire au Québec, qui a ouvertement affiché dans sa plateforme électorale que la prochaine étape, c'est l'abolition de la formule RAND. Donc, avec le niveau de mobilisation très faible, de par cette même formule qui caractérise les structures à l'interne de nos organisations syndicales au Québec, je pense qu'il y aura peut-être un grand coup de pied dans le derrière, si vous me permettez l'expression, qui va leur être asséné, si c'est le cas, si c'est vraiment ce qui va se produire pour réinvestir politiquement la scène, puis d'emprunter un message qui va se vouloir transversal, inclusif de tout le monde. Et peut-être pas, justement, les comités vont peut-être passer à la casserole. On va peut-être s'engager vers d'autres formes de lutte, puis de repolitisation, de renouveau syndical. C'était mon mot éditorial. Any other comments or questions from the floor? You're the president, you're chairing, so it's not... Is there anything any of panelists would like to say before we close? I fully agree with Melanie that for me, right now, as I mentioned yesterday in the roundtable, is the moment for Quebec unions to really take a political stance that is clear, especially on some aspects, right? Like, I didn't hear any union speaking about the charte, positioning themselves about the Charte des valeurs québécois. This is something that is urgent for me, that the union have to take a stance and a clear stance about this. Well, on that note, we'll close. We've got morning tea coming up, and then the next session starts at 10:35, I believe.
So, morning tea out the front there. And thank you all for coming along, and please join me in thanking the panellists.